L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Salut la team, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous kiffez votre été, que vous soyez en train de chiller au soleil, de charbonner au taf, ou que vous soyez juste posé à la maison. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts, parce qu'aujourd'hui, on entame un nouveau palier important de ma série de l'été. Et ouais, après en avoir exploré les fondations, maintenant, on monte encore d'un cran. Pour cette vidéo, on s'attaque aux places 55 à 41 de mon top 100 NBA All-Time 2025. Et ouais, là je vous préviens, ça devient vraiment sérieux. On entre dans la zone des joueurs qui ont non seulement marqué leur époque, mais qui pourraient être pour certains bien plus haut dans d'autres rankings. Des champions, des MVP, des visages iconiques de leur franchise, des mecs qui ont redéfini des postes ou dominé des playoffs. On parle d'icônes reconnues, parfois sous-cotées, souvent débattues, mais toujours respectées. Puis comme je vous le dis depuis le début, c'est pas une simple mise à jour du top 100 all-time que j'avais fait il y a 5 ans, c'est pour ça que je précise 2025 à chaque fois. Non, là, aujourd'hui et cet été, on entame un vrai reboot. Un classement construit avec du recul, de nouveaux critères et surtout une espèce d'obsession, autant que je peux en tout cas, pour la cohérence historique liée à la NBA. Et ouais, aujourd'hui, il y aura encore des surprises, des mecs qui grimpent, d'autres qui chutent, mais chaque place est totalement assumée. Alors comme d'hab, prenez un petit thé glacé et installez-vous bien, on est parti pour un nouvel épisode de cette série que je kiffe partager avec vous. Voici les places 55 à 41 de mon top 100 NBA All-Time version 2025. Mais ouais, avant d'attaquer le classement, si c'est la première fois que vous tombez sur cette série, faut que je vous parle, sinon vous risquez de manquer 2-3 trucs importants. Du coup, je vous recommande avant tout de passer par la toute première vidéo, c'est là que j'explique comment j'ai construit ce top dans le détail, les critères, les choix, les angles, bref, tout le raisonnement qu'il y a derrière. Ceci dit, pas de panique non plus si vous arrivez direct ici et que vous avez la flemme de voir ce que j'ai fait avant. Auquel cas, je vous fais un petit rappel express des places déjà attribuées pour que vous puissiez suivre sans souci. La vraie question qui m'a guidé pour ça, c'est quels sont les joueurs qui ont vraiment pesé sur l'histoire de la NBA, parce qu'ils ont fait balle en main. Donc c'est pour ça, je le répète, mais c'est super important, on reste focus sur le parcours de joueurs NBA uniquement. Pas de point bonus donc pour la NCAA, pour les exploits internationaux, et encore moins pour ce qu'ils ont fait ensuite en costard une fois leur carrière de joueur finie. Dans ce classement, même s'il s'agit pas de qui est le meilleur, mais plutôt de qui a le plus marqué l'histoire, il faut que ça reste du terrain pur et dur, j'y tiens. Ce qui a compté pour moi, évidemment les bagues, les trophées de MVP, les équipes All-NBA, les chiffres, mais aussi évidemment l'impact en playoff, parce que c'est là que tout se joue et que les carrières basculent dans la légende. Et pour ceux qui jouent encore aujourd'hui, j'ai figé leur liste d'accomplissements à l'été 2025. Ce qui feront plus tard pas de précipitation, et pas de soucis, on en parlera peut-être dans la version 2030 de mon top. Histoire que vous suiviez aussi, je vous mets juste là le petit lexique des pictos que j'utilise pour résumer les accomplissements de chaque joueur. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez bien regarder les symboles, ou à y revenir pendant la vidéo si vous êtes perdu. Normalement, là, vous avez tout, et vous êtes prêts pour la suite. Alors à la 55e place de mon classement NBA All-Time, j'ai mis un nom qui ne parle pas forcément à tout le monde, Dolph Schayes. Et je vous le dis tout de suite, même si vous ne le connaissez pas, il mérite amplement une place dans les 100. Schayes, c'est 15 saisons en NBA, presque 19 000 points, plus de 11 000 rebonds, 12 sélections All-Star, 12 All-NBA Team, un titre de champion en 1955, et surtout une constance rare. Le mec a été une machine de régularité dans une époque pas simple à dominer, avec des raquettes qui ressemblaient plus à des chantiers de démolition qu'à des parquets huilés. Et lui-même a commencé en NBL, avant même la création de la BAA, puis de la NBA. Puis quand la ligue est apparue, il est resté au top. Pas juste bon, hein, dominant. Entre 1950 et 1960, c'est simple, personne n'a marqué plus de points ou pris plus de rebonds que lui. Pas Cousy, pas Arizine, pas Petite, lui. Et tout ça en étant l'un des premiers intérieurs vraiment mobiles, capable de shooter de loin avec cette fameuse trajectoire aussi haute qu'improbable, surnommée Spoutnik par ses coéquipiers. Le gars mettait des tirs extérieurs à deux mains, les pieds collés au sol. C'était pas un joueur spectaculaire, mais c'était ultra efficace. Et fun fact, il a même appris à tirer de la main gauche après s'être cassé le bras droit. Résultat, il est devenu ambidextre et encore plus dur à défendre. Il est aussi le seul intérieur de l'histoire à avoir terminé 8 saisons consécutives à plus de 85% de réussite au lancer franc. Pour l'époque, c'est juste lunaire. Et tout ça, ça paraît fou, alors pourquoi pas plus haut dans le classement? Déjà parce que la concurrence s'intensifie à partir de ce top 50. Les légendes plus récentes ont eu des carrières dans une NBA bien plus dense, avec plus d'équipes, plus de joueurs, des formats de playoff plus exigeants. Ensuite, malgré ses stats et sa longévité, Schayes n'a que un titre, et il a souvent été freiné par des Celtics injouables ou encore les Lakers de Mike Conley. Ce n'est pas un reproche, hein, mais ça pèse quand même quand on parle de grandeur all-time.
Après, il a été dans la discussion MVP plusieurs fois, deuxième en 1958, top 5 6 fois, mais n'a jamais gagné. Donc ouais, à mes yeux, la 55e place c'est un immense respect pour un joueur souvent oublié. Il n'a peut-être pas la hype d'un Bill Russell ou d'un Wilt Chamberlain, mais quand on parle des piliers de la NBA des années 50, Shea est là, et pas qu'un peu. À la 54e place de mon top all-time maintenant, j'ai mis un joueur dont le nom est gravé dans l'histoire du shoot extérieur, Ray Allen. Et si vous ne voyez que son shoot contre les Spurs en 2013, sachez que vous ratez l'essentiel, parce que Ray Allen c'est bien plus qu'un tir mythique. C'est 18 saisons en NBA, plus de 24 000 points, 2 titres, 10 All-Star Games, 2 All-NBA Team et un record de tir à 3 points longtemps intouchable avant l'arrivée de Steph Curry. En vrai, il a quasiment tout connu et c'est l'une de ses grosses forces. Franchise player à Milwaukee ou Seattle, deuxième option aux Celtics, vétéran de luxe, role player du côté du Miami Heat. Leader, lieutenant, joueur de banc, tous les rôles il les a disputés et tous il les a bien joués. Avec les Bucks, il mène l'équipe en finale de conf en 2001 en tapant T-Mac et Baron Davis en playoff. À Seattle, il tourne à 26 points de moyenne avec des cartons fous, genre ses 54 points contre Utah. À Boston, il forme le Big Three avec Pierce et Garnett, gagne le titre en 2008 et bat le record de Reggie Miller au TD Garden. Et à Miami, vous connaissez la suite. Game 6, coin droit, step back, égalisation à 3 points, l'un des plus grands shoots de l'histoire de la NBA, juste ça. Et ce que j'aime aussi avec Ray Allen, vous l'avez compris, c'est que peu importe le rôle qu'on lui ait donné dans sa carrière, il a toujours su rester précieux. Il n'a jamais triché, il n'a jamais disparu, toujours su s'adapter, son éthique de travail était irréprochable, son shoot chirurgical, son jeu sans ballon exemplaire, et même si son palmarès au NBA est un peu léger, seulement 2 sélections, il a marqué la ligue avec sa longévité, sa régularité, et surtout ses moments clutch. Donc non, je veux bien, mais malgré ce palmarès un peu faible, quand on y réfléchit, il ne mérite pas d'être plus bas. Trop de joueurs avec moins de constance, moins de poids historique passent souvent devant lui dans les débats, et en même temps je peux comprendre, c'est aussi dur de le mettre beaucoup plus haut quand on compare son impact global à ceux qui arrivent après, mais à la 54e place, ça lui va parfaitement à mes yeux. À la 53e place maintenant, j'ai mis un joueur dont le talent pur aurait bien pu le propulser encore plus haut, George Gervin. Mais vous allez voir, de toute façon, comme d'habitude, il y a une vraie logique derrière ce classement. Gervin, c'est un ovni du scoring, 4 titres de meilleur marqueur NBA, 7 sélections All-NBA, MVP du All-Star Game en 1980, et si on rajoute ses années ABA, il monte à 12 sélections All-Star en tout. Sur 14 saisons pro, il tourne à plus de 25 points de moyenne en combiné, et encore, je vous parle même pas de son fameux finger roll, son arme fatale qu'il exécutait avec une fluidité tellement absurde qu'on aurait dit qu'il flottait sur le terrain. Son surnom, The Iceman, et c'était pas juste une vibe, le mec avait vraiment du sang-froid qui coulait dans ses veines. Ce qu'il a fait entre 1978 et 1982 au scoring, c'est du très lourd. 33 points par match en 1980, 40 points ou plus à 18 reprises dans la saison, 63 points un soir d'avril pour aller gratter le titre de meilleur scoreur à David Thompson dans un duel épique. C'est pas juste des stats, c'est des performances artistiques. À une époque où les intérieurs dominaient encore, Gervin, lui, faisait danser les défenses avec finesse et avec style. Alors avec autant d'élégance, pourquoi pas plus haut que cette 53e place? Tout simplement parce que le collectif n'a jamais vraiment suivi. Une seule finale de conf en carrière, aucune apparition en finale NBA, et même s'il a été souvent dans le top 5 des votes MVP, 2 fois deuxième, il n'a jamais eu ce petit truc en plus qui fait basculer une carrière dans une autre sphère. Pas par manque de talent, ça c'est clair, mais parce qu'il n'a jamais eu l'équipe autour de lui. Donc ouais, individuellement, en talent pur, pour moi, Gervin pourrait largement être dans le top 50. Mais si on prend en compte la dimension collective, l'impact historique et les résultats en playoff, je trouve que cette 53e place lui va comme un gant. C'est une légende sous-cotée, une icône du style, et surtout un joueur qu'on ne doit jamais oublier dans ce genre de discussion, tant au moins par son élégance il a marqué son temps. À la 52e place de mon top 100 all-time, j'ai mis maintenant un joueur dont le CV pourrait faire rougir pas mal de All-Star actuels, Bob McAdoo. MVP, triple meilleur scoreur NBA, rookie de l'année, 2 titres avec les Lakers. Sur le papier, c'est du très sérieux, et pourtant on parle rarement de lui quand on évoque les plus grands intérieurs de l'histoire. Alors laissez-moi vous expliquer pourquoi ce range est selon moi pile le bon pour lui. McAdoo déjà, il débarque en NBA en 1972 chez les Braves de Buffalo. Et dès sa deuxième saison, il plante plus de 30 points par match en shootant à 54% tout en ayant la capacité de s'éloigner du cercle. Il enchaîne avec 3 titres de meilleur scoreur consécutifs entre 74 et 76, un MVP en 75 avec 34 points et demi et 14 rebonds de moyenne. À ce moment-là, on pense qu'on tient un crack générationnel, peut-être même un gars qui va marcher sur la ligue pendant plus d'une décennie. Et pourtant, malheureusement, son prime n'a pas duré, pas assez à mes yeux en tout cas. Beaucoup de transferts, pas mal de tensions avec ses franchises, un caractère un peu à part, une image parfois compliquée. Résultat, à 30 ans, il décline déjà sérieusement. Il passe par New York, Boston, Détroit, New Jersey, c'est
décélérance, il galère à s'imposer dans un projet stable. Puis miracle de Noël, en 1981, les Lakers le rappellent à la rescousse suite à la blessure de Mitch Kupchak. Il débarque en tant que 6e homme juste derrière Karim, et là, boum, début d'une deuxième carrière. Il devient une vraie pièce de la rotation du Showtime, participe à 4 finales NBA de suite, et gagne 2 bagues en 82 et 85. Ce rôle de vétéran scoreur en sortie de banc, il l'embrasse et il le fait bien, entre 10 et 15 points par match en playoff, ultra précieux dans les moments chauds. Et même après ça, il pousse le délire encore plus loin, en Europe, à 41 ans, ou en Italie, il tourne à plus de 26 points par match. Alors pourquoi cette 52e place? Parce que son début de carrière était dingue, vraiment. Offensivement, à son apogée, c'était une machine de guerre. Mais si on regarde la photo globale, il y a peu de réussite collective dans son prime, un déclin précoce, une instabilité permanente et une défense souvent remise en question. Heureusement, en vrai, qu'il a eu ce passage aux Lakers, sinon il aurait pu terminer comme un vrai what if. Mais justement, il a rebondi, il a su s'adapter, changer de rôle et gagner. Et c'est ça qui rend son cas aussi fascinant. Pas assez complet ni dominant sur la durée pour entrer dans le top 40, mais clairement trop fort et trop important historiquement pour être plus bas. Voilà pourquoi Bob McAdoo le place ici, un des big men les plus modernes de son temps et un parcours qui mérite d'être raconté. À la place 51 maintenant, un paradoxe ambulant, un des joueurs les plus difficiles à classer selon moi, James Harden. À la fois l'un des joueurs les plus créatifs et prolifiques de sa génération, mais à la fois aussi l'un des plus frustrants quand arrivent les moments qui comptent. Et pourtant, quand on regarde son palmarès brut, difficile de ne pas être impressionné. 11 fois All-Star, 8 fois All-NBA, un titre de MVP en 2018, 3 trophées de meilleur scoreur, 2 de meilleur passeur, 1 trophée de meilleur 6e homme, plus de 27 000 points en carrière, plus de 80 triple-doubles, 2e meilleur shooter à 3 points de l'histoire. James Harden, en fait, c'est une usine à chiffres, une légende offensive vivante. Drafté par OKC, le barbu a d'abord brillé dans l'ombre de Durant et Westbrook avant d'exploser à Houston. Dès son premier match avec les Rockets, il compile 37 points et 12 passes, puis 45 dans le suivant. La révolution était en marche. Harden est devenu un système à lui tout seul, un maestro de l'isolation, un magicien du step back et un savant du jeu de faute. Des saisons à 36 points de moyenne, des mois à 40 pions de moyenne, des 60 points en 3/4 temps, il a redéfini la manière de scorer en NBA dans les années 2010. Mais là où le bas blesse, c'est quand l'orchestre commence à s'arrêter de jouer en avril. Trop souvent absent dans les moments cruciaux, trop de matchs décisifs ratés, trop de finales de conférence perdues, une seule apparition en finale NBA en tant que 6e homme chez le Thunder. Et malgré sa longévité, il a encore été dans le top 10 du MVP à 35 ans, le constat reste le même. Harden n'a jamais vraiment transcendé son équipe en playoff. Sa défense a toujours été un point faible, et malgré ses qualités de passeur, il a longtemps eu ce côté soliste, avec ce besoin absolu d'avoir le ballon en main pour exister. Alors pourquoi est-il classé si haut que cette 51e place quand je répète sans cesse que je tiens au playoff dans mon ranking, et que lui, justement, quand la post-season arrive, passe souvent à côté? Parce que malgré ses limites, Harden est un géant offensif, un joueur qui a influencé le jeu de manière durable, un génie créatif, un scoreur historique. On ne peut pas ignorer ce qu'il a accompli, mais on ne peut pas non plus lui donner les clés du top 40 avec un CV collectif aussi maigre. À ce stade du classement, il est là où il doit être, je pense. Trop fort pour descendre, mais trop incomplet pour monter. À la 50e place de mon top all-time maintenant, j'ai mis Chris Paul. Et croyez-moi, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une récompense que je lui donne par sympathie, ce top 50, juste parce qu'il a eu une belle carrière. C'est pas un service rendu, c'est juste le reflet d'une réalité froide. Le point god est l'un des plus grands meneurs de toute l'histoire de la NBA. Déjà, son palmarès est monstrueux. 12 fois All-Star, 11 fois All-NBA, 9 fois All-Defensive, Rookie de l'année, MVP du All-Star Game, 5 fois meilleur passeur de la ligue, 6 fois meilleur intercepteur. Plus de 23 000 points, 12 000 passes, 2700 interceptions. Il est 2e all-time en assist, 2e en steal. Il est aussi le seul joueur à compiler 23 000 points et 12 000 passes en carrière. Tout ça avec un gabarit d'1m83, juste ça. Mais Chris Paul, ce n'est pas juste des chiffres, ce serait trop facile. Avant tout, c'est un cerveau, un général. Un chef d'orchestre qui a transcendé chaque franchise par laquelle il est passé. À New Orleans, il a mis les Hornets sur la carte à l'époque de Katrina. Il a transformé les Clippers en Lob City et en équipe compétitive. Il a failli battre les Warriors de Durant avec Houston. Il a emmené OKC en playoff alors que l'équipe était censée tanker. Il a conduit les Suns jusqu'en finale NBA à 36 ans. Et l'année dernière encore, il continuait de distribuer le jeu avec des gamins à San Antonio. Chacun de ces passages a été une masterclass de contrôle du tempo, de maîtrise du pick and roll et de leadership. Mais alors pourquoi seulement 50e? Parce qu'à un moment, faut regarder la réalité des playoffs. Une seule finale NBA en 20 ans, jamais MVP, jamais champion. Beaucoup trop de blessures au mauvais moment, beaucoup de choke aussi. Les séries perdues après avoir mené 2-0, il y en a eu 5, et ce n'est pas qu'un manque de bol. Parfois, c'est un manque d'impact dans les très gros moments. C'est des blessures aussi, et c'est ce qui l'empêche de monter plus haut. Le talent individuel est immense, mais l'empreinte collective reste selon moi assez incomplète. Alors non, il ne mérite pas d'être plus bas, parce qu'il a modelé la position de meneur pur comme personne dans son époque.
l'époque, mais plus haut, avec ce vide au palmarès, ce serait difficilement justifiable. À mes yeux, la 50e place, c'est le respect qu'on doit à une légende qui a frôlé la grandeur ultime, sans jamais totalement l'attraper. À la 49e place de mon top all-time, j'ai mis maintenant un joueur qui a changé la façon de jouer des meneurs, Steve Nash. Un artiste du pick and roll, une légende du shoot, une rockstar du jeu collectif. Alors évidemment, quand tu vois double MVP, tu te dis que le mec mérite d'être plus haut, et c'est pas absurde. 2 fois élu meilleur joueur de la ligue, 5 fois meilleur passeur, 8 fois All-Star, 7 fois All-NBA, et ça sans jamais dépasser les 19 points de moyenne en carrière. Mais c'est là tout le génie de Steve Nash, il n'avait pas besoin de scorer à outrance pour contrôler une rencontre. Sa force c'était la lecture du jeu, la justesse, le tempo. Il faisait danser les défenses, avec ses dribbles, avec ses passes, sans jamais un geste de trop. Sa carrière, c'est une montée en puissance. Drafté par Phoenix en 1996, il était hué à l'annonce de son nom, trop inconnu, trop frêle. Il passe 2 saisons dans l'ombre de Jason Kidd et Kevin Johnson avant de partir à Dallas. Et là, sous les ordres de Don Nelson, tout s'aligne. Il devient le chef d'orchestre d'un Big Three explosif avec Nowitzki et Finlay. Et puis en 2004, les planètes s'alignent, retour là où tout a commencé, à Phoenix, pour une véritable explosion. Sous Mike D'Antoni, il devient le visage du 7 seconds or less, un basket ultra rapide basé sur le spacing, les pick and roll éclairs, les tirs précipités mais intelligents. Avec Nash à la baguette, Phoenix passe de 29 victoires à 62 en une saison. MVP en 2005, MVP encore en 2006. Il transforme chaque attaque en tableau impressionniste. Et il fait briller tout le monde. Amare Stoudemire, Sean Marion, Joe Johnson, Boris Diaw, 7 de ses coéquipiers atteignent leur record en carrière sous ses passes. Mais Steve Nash, c'est aussi un joueur incomplet, médiocre en défense et souvent ciblé en play-off. Et malgré des saisons régulières somptueuses, il n'a jamais atteint les finales NBA, 4 défaites en finale de conférence, et ça dans une carrière ça pèse. Ce n'est pas qu'une question de talent, c'est une question de plafond. Alors ouais, je l'adore, je le respecte, il a transformé la NBA, il a été un modèle de constance, de précision, lui qui à 4 reprises a atteint le 50-40-90 club. Mais est-ce qu'il a dominé la ligue comme un Curry? Est-ce qu'il a porté une franchise comme un Isaiah ou comme un Magic? Non, pas tout à fait. C'est pour ça qu'il est 49ème, pas plus bas parce que son impact sur le jeu est immense, mais pas plus haut parce qu'il lui manque cette touche ultime, ce point en post-season qui change le destin d'une équipe. Steve Nash c'est un génie, mais un génie avec des limites, et malgré 2 trophées de MVP, ça compte aussi. À la 48ème place de mon classement all-time, j'ai mis maintenant un joueur sous-estimé parce qu'il a passé la majorité de sa carrière dans l'ombre, mais qui mérite beaucoup plus de lumière à mes yeux, Kevin McHale. Et si vous pensez qu'il est là juste parce que je voulais placer un Celtic de plus des années 80 dans mon top 50, c'est que vous n'avez pas tout compris. Ce mec est une légende, discrète oui, mais une légende. 3 titres NBA, 7 All-Star Games, 6 sélections All-Defensive, une All-NBA Team, 2 trophées de meilleur 6e homme, et surtout 13 saisons dans la même franchise. 13 saisons à faire le sale boulot, à défendre, à scorer dans la peinture avec des moves impossibles à lire, à poser des écrans, à faire le taf que les autres ne voulaient pas faire, et à le faire mieux que tout le monde. Parce que Kevin McHale, c'était ça en vrai, le cauchemar des défenseurs. La chambre des tortures, Torture Chamber, comme les journalistes aimaient appeler son jeu au poste bas. Des bras à n'en plus finir, un footwork soyeux, des feintes dans tous les sens, un toucher létal, personne ne savait où il allait, et lui, il savait exactement ce qu'il faisait. Même Charles Barkley disait que c'était le joueur le plus injouable qu'il ait jamais affronté. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Kevin McHale, s'il avait voulu, ou s'il avait eu les conditions autour de lui, aurait pu devenir une superstar statistique. Lorsqu'il est passé titulaire, brièvement, il tournait à 26 points de moyenne en shootant à plus de 60%, le tout en jouant blessé sur un pied fracturé pendant des playoffs entiers. Mais il a accepté de sortir du banc pendant la moitié de sa carrière pour renforcer l'équipe. Il a mis son ego de côté pour qu'un collectif gagne. Combien de joueurs all-time ont réussi à faire ça? Très peu, je vous donne la réponse. Alors oui, il n'a jamais été MVP ni MVP des finales, il n'a jamais été le visage de la franchise, Bird, Parrish, DJ, il prenait les projecteurs, mais sans McHale, les Celtics ne gagnent probablement pas en 1981, ils ne battent pas les Lakers en 1984, ils ne dominent pas Houston en 1986. Et ça c'est pas juste une opinion, hein. Regardez ses finales, il a un poids fou, c'est une vérité historique. Il est donc à sa place, pas plus bas parce que son talent et son palmarès l'exigent, mais pas beaucoup plus haut non plus, parce que même s'il a été essentiel, il n'a jamais porté une franchise seul, et son impact médiatique reste bien moindre que celui d'autres monstres du top 40. Mais au 48e rang, c'est le minimum syndical pour rendre justice à l'un des intérieurs les plus sous-cotés de l'histoire. À la 47e place de mon top, maintenant, j'ai mis Russell Westbrook. Et franchement, c'est l'un des cas les plus fascinants, mais encore une fois aussi l'un des plus difficiles à classer au vu de son profil. Parce que si tu regardes juste les chiffres, si tu mets pause sur le CV, il est bien plus haut. MVP en 2017, 9 fois All-NBA, 9 fois All-Star, 2 fois meilleur scoreur, 3 fois meilleur passeur, recordman absolu des triples-doubles avec plus de 200 en saison
saison régulière et 12 de plus en playoff. Il a tourné sur 3 saisons consécutives en triple-double avec OKC. Mieux, il l'a même fait une 4e fois plus tard avec Washington. Personne n'avait fait ça depuis Oscar Robertson il y a plusieurs décennies, et lui, il a rendu ses chiffres presque banals. Par contre, c'est vrai que si l'on fait le bilan, sa carrière quand même ressemble pas mal à des montagnes russes. Drafté par les Sonics, qui deviennent le Thunder 6 jours plus tard, premier triple-double dès sa saison rookie, puis il explose aux côtés de Durant et Harden, file en finale dès 2012 et devient rapidement l'un des joueurs les plus spectaculaires de la ligue. Des dunks monstrueux, une intensité débordante, une énergie qu'aucun autre joueur ne peut matcher. Il a porté OKC seul après le départ de KD, avec une saison 2016-2017 lunaire, 31 points, 10 rebonds, 10 passes de moyenne, 42 triple-doubles et un énorme buzzer beater à Denver pour valider tout ça. Ouais, individuellement, c'était un MVP, y a rien d'autre à dire. Ensuite, il a enchaîné les étapes. Houston avec Harden, Washington avec Bill, les Lakers, les Clippers, et la saison dernière encore, à 36 ans, il était un maillon précieux chez les Nuggets. Il a même eu l'humilité de devenir l'un des meilleurs 6e hommes de la ligue sur ces dernières saisons, en battant encore des records de triple-double en sortie de banc. Et malgré toutes les critiques sur son style parfois brouillon, il reste l'un des joueurs les plus productifs de sa génération. Mais c'est là aussi que le bas blesse, parce que Westbrook, c'est l'exemple parfait du soliste absolu. Un joueur plein d'énergie qui en fait beaucoup, souvent trop, il force des tirs fréquemment, perd des ballons, prend des shoots improbables, son adresse extérieure est un vrai point faible et dans les money time il a souvent été un pari risqué. Il n'a jamais réussi à mener une équipe très loin sans une autre superstar à ses côtés. Depuis sa finale avec OKC, il n'a plus jamais remis un pied au sommet, et malgré toute son envie, son abnégation, sa folie, il reste difficilement fiable dans les moments qui comptent. Alors non, pour ces raisons, je peux pas vraiment le classer plus haut, désolé pour ses fans hardcore, et je sais qu'il y en a beaucoup. Parce qu'un top 40 c'est réservé aux joueurs qui allient le talent individuel à l'impact collectif, et Westbrook, aussi grand soit-il, n'a jamais vraiment coché cette deuxième case. Mais plus bas non plus, parce qu'il est unique, il a marqué l'histoire, il a repoussé les limites de la productivité individuelle, il est clivant, oui, mais il est incontournable. À la 46e place de mon top 100 NBA all-time maintenant, je fais appel à Bill Walton. Et ouais, je sais que certains vont se dire comment un mec avec à peine 6000 points au total en carrière peut être classé aussi haut. Eh bien messieurs, dames, écoutez-moi, vous allez très vite comprendre. Bill Walton, c'est un ovni, un mec dont le prime n'a duré que 2 ou 3 saisons, mais qui pendant ce court laps de temps a été peut-être le joueur le plus complet de toute la ligue. En 1977, il est champion NBA avec Portland, MVP des finales, meilleur rebondeur de la saison, meilleur contreur aussi. L'année suivante, MVP de la saison régulière, et à ce moment-là, personne, je dis bien personne, ne joue mieux au basket que lui. C'est un pivot qui pense comme un meneur, qui passe comme un arrière, qui défend comme un pitbull et qui domine les planches comme un titan. C'est pas juste du talent, c'est de l'intelligence, de la vision, du timing, du jeu collectif poussé à son paroxysme. Mais le problème avec Walton, les anciens le savent, c'est que son corps l'a complètement lâché. Fracture au pied, opération à répétition, sur l'espace de 4 saisons, il joue seulement 14 matchs. On peut le dire, ça a été une carrière littéralement amputée par les blessures. Et pourtant, même là, il revient à Boston, il accepte un rôle de 6e homme derrière McHale et Parrish. Et devinez quoi, il finit meilleur 6e homme en 1986 et gagne un 2e titre. Il devient alors le seul joueur de l'histoire à avoir été MVP, MVP des finales et 6e homme de l'année. Alors ouais, c'est vrai, sa longévité est ridicule, il a joué moins de 500 matchs en carrière en saison régulière. Mais sur ces 500 matchs, il a marqué l'histoire plus que beaucoup le font en 1000 ou 1200 matchs. Son prime est court, mais son impact est immense. On parle d'un joueur que John Wooden, qui a aussi coaché Karim, considérait comme le pivot le plus accompli qu'il n'ait jamais vu. Un mec que Jack Ramsey appelait le plus grand compétiteur qu'il ait entraîné, rien que ça. C'est pour toutes ces raisons, en vrai, tout ce talent, et même sa réussite collective et individuelle, que je ne veux pas le mettre plus bas. Ce qu'il a montré sur un court échantillon, c'est du niveau top 15 all-time, mais je peux pas non plus le mettre plus haut, parce que le talent c'est une chose, la longévité c'en est une autre. Et même si Walton c'est du caviar pur quand il est en forme, il l'a trop rarement été. Mais dans une série, dans un match, dans un moment, tu pouvais miser ta vie sur lui. Et ça vaut largement une 46e place. À la 45e place de mon classement, maintenant, j'appelle encore un autre qui est passé par la maison verte, Paul Pierce. Et franchement, c'est un joueur sur lequel j'ai pas mal hésité, mais que je ne peux décemment pas mettre plus bas. Parce que si de bout en bout de sa carrière, il n'a pas non plus été une superstar dominante, il a quand même largement marqué son temps. Pierce, c'est d'abord un palmarès solide, champion NBA en 2008, MVP des finales, 10 fois All-Star, 4 fois All-NBA, vainqueur du concours à 3 points, et plus de 26 000 points inscrits en carrière, c'est pas rien. Et au-delà des trophées, c'est sa longévité qui impressionne. 19 saisons, 1343 matchs en saison régulière, 170 en play-off, des séries remportées, des gros shoots en fin de match, et toujours là à répondre présent. Mais le plus fou avec lui, c'est que rien n'était écrit d'avance.
Drafté en 10e position en 1998 alors qu'il était annoncé bien plus haut, il arrive à Boston, une franchise mythique mais en galère depuis quelques années. Et pourtant il s'impose direct, il score, il shoot, il prend ses responsabilités. Dès sa 3e saison, il claque plus de 25 points par match. Cette même année, il survit à une agression complètement dingue, poignardé 11 fois à la sortie d'un club, 11 fois. Et pourtant, cette saison-là, le mec ne manque aucun match, une folie. Mais malgré tout son talent, notamment au scoring, collectivement, il va ramer pendant un moment. Le duo avec Antoine Walker, ça donne quelques séries de playoffs, mais jamais de véritable menace dans la conférence Est. Épuisé de perdre, Polo demande même un transfert de Boston en 2007. Mais finalement, ce sont les Celtics qui bougent et tout change. Arrivée de Ray Allen puis de Kevin Garnett, et bam, Big 3, la transformation est immédiate. Les Celtics passent de 24 à 66 victoires en un an. Un run de playoffs compliqué mais héroïque. Et Pierce, en chef de meute, brille. Son duel avec LeBron en Game 7 face aux Cavs en 2008, c'est un classique. Puis il emmène Boston au titre, en dominant les Lakers de Kobe. Il est sacré MVP des finales. Tout le monde maintenant pouvait l'appeler la vérité, the truth, et c'est resté. La suite, encore des campagnes solides, une autre finale NBA en 2010, encore face aux Lakers, mais cette fois perdue. Et puis progressivement, la fin d'une époque. Ray Allen part, Garnett vieillit, et Pierce finit par être transféré à Brooklyn, puis Washington, puis les Clippers. Mais même là, il a ses moments. Avec les Wizards, il plante un buzzer beater incroyable contre Atlanta, suivi d'un high cold game devenu légendaire. Le genre de mec qui assume toujours, notamment dans les moments chauds. Après oui, c'est vrai que la plupart de ces années en NBA, malgré quelques moments glorieux, ont été passés dans des équipes au bilan plutôt mitigé. Il n'a jamais été top 5 MVP, mais son niveau, son impact clutch, sa longévité et son rôle dans le titre de 2008 méritent largement une place dans le top 50, je pense. Plus bas, non, parce qu'il a gagné, il a porté, il a été décisif. Plus haut, c'est difficile, parce que sur les 10 premières années de sa carrière, il a manqué de soutien et n'a jamais vraiment dominé la ligue, aussi bien individuellement que collectivement. Mais The Truth, c'est un mec que tu ne pouvais pas ignorer, et dans un top 100 all-time, c'est sûr qu'il doit être là. À la 44e place de mon ranking all-time maintenant, voici Kawhi Leonard. Un mec silencieux, impassible, mais qui a laissé une empreinte bruyante sur l'histoire récente de la NBA. 2 fois champion, 2 fois MVP des finales, 2 fois défenseur de l'année, 6 fois All-NBA, 7 fois All-Defensive, MVP du All-Star Game. Et pourtant, il n'a jamais été dans une logique de course aux stats, ni d'exposition médiatique. Kawhi, en fait, à la base, c'était l'anti-star, et c'est devenu peu à peu une légende. Et ce qui est fou avec lui, c'est qu'avant qu'il arrive dans la Grande Ligue, personne du tout ne l'attendait à ce niveau. Drafté en 15e position en 2011, échangé contre George Hill, au départ on parlait surtout de ses mains énormes, de son physique hors norme et de son potentiel défensif. Un profil à la Gerald Wallace, à la Meta World Peace si vous voulez. Mais Popovich l'a vu direct, il avait la mentalité, le sérieux, la soif de devenir grand, et très vite il est passé d'un rôle de glue guy à celui de futur visage de la franchise. En 2014, c'est son premier gros fait d'armes, il torpille le hit de LeBron James en finale NBA. Quasi 18 points de moyenne à plus de 60%, des missions défensives sur les meilleurs joueurs adverses, et il devient, à 22 ans, le plus jeune MVP des finales depuis Magic. 3 ans plus tard, il est vice-MVP de la ligue, double DPOY, et l'un des 2 meilleurs two-way players du monde avec LeBron. Mais en 2018, c'est la rupture avec les Spurs. Une blessure mal gérée, un vestiaire ultra tendu, de mauvaises déclarations dans la presse, des disputes avec ses coéquipiers, et il claque la porte. Et là, Toronto, une seule saison, mais quelle saison! Il arrive dans une équipe solide mais pas championne, il la transforme, il l'élève, et il plante l'un des tirs les plus fous de l'histoire, le Game 7 contre Philly, ce shoot à la dernière seconde qui rebondit 4 fois sur le cercle avant de rentrer. Puis il sort les Bucks de Giannis, puis il bat les Warriors de Curry, Clay, Draymond, et même un bout de Durant avant qu'il se blesse. Tout ça en marchant sur l'eau, 732 points en playoff, 3e meilleur total de l'histoire, et un 2e trophée de MVP des finales. Un titre historique pour les Raptors, et une trace indélébile dans l'histoire pour lui. Depuis, il a signé aux Clippers pour tenter de faire pareil dans sa ville natale, mais c'est là que son plus gros défaut le rattrape, son corps, trop de blessures, trop d'absence, des playoffs gâchés, des années entières manquées, et pourtant dès qu'il est là, il est élite. Il a encore planté 39 points contre Denver dans les playoffs 2025, il peut encore sortir des matchs exceptionnels quand il est là et qu'il est en forme. Clairement, il est toujours capable de dominer, mais pas assez longtemps, pas assez sur la durée, et c'est bien là son souci. C'est pour ça qu'il est 44e, parce qu'au sommet il est intouchable, mais tu peux pas grimper plus haut quand tu rates autant de grands rendez-vous. Trop d'interruptions, il a eu une carrière qui ressemble à une série de courts-métrages brillants, mais ça manque d'un chef-d'œuvre continu. Alors non, je peux pas le mettre plus bas, parce qu'il a changé le destin des Raptors et aidé celui des Spurs, mais plus haut non plus, pas tant que la régularité ne suit pas le génie. À la 43e place de mon top 100 all-time maintenant, j'appelle Dominique Wilkins. Et si certains lèvent déjà les yeux au ciel en disant « Ouais, il a jamais été champion NBA, jamais MVP », eh bien laissez-moi m'expliquer. Parce que oui, Wilkins n'a jamais mis les pieds en finale NBA, c'est un fait, et je peux pas le nier. Mais c'est à peu près le seul argument qu'on peut lui opposer, parce que pour tout le reste, c'était un monstre historique.
9 fois All-Star, 7 fois All-NBA, champion du concours de dunk en 1985 et 1990, meilleur scoreur de la ligue en 1986 et surtout plus de 26 600 points en carrière, à une époque où ça bastonnait sévère, pas de super team, pas de load management, juste du grind, du vrai. Et lui, il a tourné plus de 10 saisons de suite à plus de 25 points par match. C'est un club très fermé. On parle de Jordan, de Jerry West, d'Iverson et de lui. Drafté en 1982 par le Jazz, il est vite envoyé à Atlanta dans un deal devenu mythique, et les Hawks s'en frottent encore les mains. Et c'est là que tout commence. Très vite, cette équipe devient son équipe. On lui file les clés, et il régale. Parce que Wilkins, c'est pas juste un scoreur, c'est un artiste, un soliste. Le mec te faisait des windmills dans le trafic comme si c'était des lay-ups, d'où son surnom, The Human Highlight Film. Il jouait avec une puissance, une grâce, un sens du spectacle qui te scotchait à l'écran. Mais c'était pas que des posters, hein, c'était aussi du mental, et c'était pas juste du spectacle, c'était efficace. 1988, Game 7 contre les Celtics de Bird. Wilkins claque 37 points, Bird en met 37. Duel d'anthologie, l'un des plus grands matchs de l'histoire. Les Hawks perdent, mais personne n'oublie. C'est un peu le résumé de sa carrière. Des perfs héroïques, des matchs dantesques, mais des défaites face à plus armés. Jordan, Bird, les Pistons, les Bucks, toujours un mur en face. Et même quand son corps le lâche, comme en 1992 quand il se fait le tendon d'Achille, il revient plus fort. Il plante 29 points de moyenne la saison suivante, il bat le record de Bob Petit, devient le meilleur scoreur all-time des Hawks, mais malgré tout ça, Atlanta les change en 1994 alors qu'ils sont en tête à l'Est. Incompréhensible. Il file aux Clippers où il cartonne encore, puis Boston, puis l'Europe. Il gagne l'Euroleague avec le Panathinaikos, MVP du Final Four, et il reviendra même planter 18 points de moyenne aux Spurs à 37 balais. Ici je ne compte que la NBA, hein, je le rappelle, mais il a une longévité de mutant, c'est un amoureux du jeu pur, du basket. Alors pourquoi 43ème? Parce qu'il lui manque ce petit supplément collectif. Pas de bague, pas de finale, pas de vrai run qui change une franchise. Mais plus bas, non, je ne veux pas, parce que son apport offensif, son aura, son style, son influence dans les années 80 sont bien trop importants. Il n'a peut-être pas été le héros d'un conte de fées, mais il a été le poète d'une NBA rugueuse. Et rien que pour ça, il mérite largement sa place dans mon top 50. En 42ème place de mon top 100 NBA All-Time 2025, je fais désormais appel à Clyde Drexler. Et croyez-moi, si vous ne le connaissez pas bien, The Glide mérite largement sa place ici. Pourtant, je sais, on l'a souvent résumé à un Michael Jordan du pauvre. C'est flatteur, mais c'est quand même très réducteur. Parce que ouais, Clyde n'était pas juste un clone, c'était un phénomène à part entière. 10 fois All-Star, 5 fois All-NBA, champion NBA en 95 avec Houston, 22 195 points en carrière, plus de 6000 rebonds, plus de 6000 passes, 25 triples-doubles. Ce genre de ligne statistique, c'est pas banal. Et le gars a fait les playoffs chaque saison de sa carrière, chaque saison. En NBA, c'est pas si courant. Et sa carrière, justement, elle commence à Portland en 1983. Drafté en 14ème position, et au début c'est compliqué, il joue peu, il est derrière Jim Paxson, et son coach de l'époque ne croit pas tout de suite en lui. Mais Clyde, il lâche rien, il négocie son temps de jeu, prouve qu'il a sa place, et petit à petit, il monte en puissance. Il devient All-Star dès sa 3ème saison, et à partir de là, il décolle. The Glide, c'est un surnom qui lui va à merveille. Tout chez lui respire la fluidité, finger roll, coast to coast, dunk en transition. Clyde, c'est la grâce, oui, mais une grâce liée avec la puissance. En 1990, il emmène les Blazers en finale contre les Bad Boys de Détroit. Il fait le taf, mais c'est trop fort en face. Rebelote en 1992, cette fois face aux Bulls de Jordan. Et là, faut le dire, il tombe sur un MJ qui veut tuer le débat. Jordan plante 39 points dans le Game 1. Drexler est relégué au second plan. C'est cruel, mais c'est la réalité de l'époque. Si t'étais une star arrière, t'étais condamné à vivre dans l'ombre de Michael. Pourtant, en 1992, beaucoup l'oublient, hein, mais Drexler finit 2ème au classement de MVP, juste derrière lui. Il est dans la All-NBA First Team, il est un vrai franchise player, un leader, mais ça n'a pas suffi à le faire gagner à Portland. Alors en 1995, il prend une décision, il rentre chez lui, à Houston, il retrouve son pote Hakeem Olajuwon, et là ça clique direct. À 33 ans, il a encore du gaz, et il joue un rôle majeur dans la conquête du titre. Il tourne à plus de 21 points, 9 rebonds et 7 passes en finale. Ce n'est pas le leader, mais c'est le lieutenant parfait, et cette fois il tient sa bague. Alors pourquoi 42ème? Eh bien parce que déjà, il remplit toutes les colonnes majeures. Il a les stats, la longévité, l'impact dans le jeu, une place dans la Dream Team de 92, et il a fini par gagner. Mais en même temps, on ne peut pas le mettre plus haut non plus, pas devant des mecs qui ont eu plus de succès en tant que numéro 1, ou qui ont révolutionné le jeu. Drexler a été un immense joueur, une valeur sûre, mais il n'a jamais dominé une époque comme d'autres l'ont fait. Pas de MVP des finales, pas de vraie dynastie autour de lui. En revanche, le mettre plus bas, non, désolé, ça me paraissait impossible. Le gars a été une constante d'excellence pendant 15 ans, il a tout fait, il a tout vu, et au moment de prendre sa retraite, il était l'un des 3 seuls joueurs de l'histoire à accumuler 20 000 points, 6 000 passes et 6 000 rebonds. Classe, élégant, régulier. Clyde Drexler, c'est la preuve qu'on peut marquer l'histoire même quand on n'est pas le plus flashy, ni le plus vocal. Il a plané sur les années 80-90, et dans mon top all-time, il reste au-dessus de la mêlée. En 41ème place de mon top 100 NBA All-Time 2025, la dernière, pour aujourd'hui, j'ai décidé de classer Elvin Hayes.
Et s'il vous paraît peut-être un peu trop oublié aujourd'hui, je vous garantis qu'il ne l'a pas été par les défenses de son époque. Ace, c'est un palmarès en béton, 12 fois All-Star, 6 fois All-NBA, 2 fois All-Defensive, Rookie de l'année, 1 fois meilleur scoreur de la ligue, 2 fois meilleur rebondeur et surtout champion NBA en 1978 avec les Bullets. Pas mal quand même pour un joueur, rendez-vous compte qu'on ne cite quasiment jamais dans les débats. Dès son année rookie, il plante plus de 28 points par match et termine meilleur scoreur de toute la ligue. Seuls 3 autres rookies ont jamais réussi cet exploit. En plus de ça, il tourne à 17 rebonds de moyenne, oui, vous avez bien entendu. Et pourtant, ce n'est pas lui qui sera élu rookie de l'année, mais Wes Unseld à cause du bilan collectif. Frustrant un peu, mais ça annonce déjà la trajectoire du gars. Dominant individuellement, mais souvent trop sous-estimé collectivement. Pendant ses premières saisons à San Diego puis à Houston, il cartonne, mais l'équipe ne suit pas. Alors en 1972, il est transféré à Baltimore, où il rejoint justement Unseld. Et là, ça clique. Les Bullets deviennent des habitués des playoffs, atteignent 3 fois les finales NBA, et en 1978, ils vont au bout. Ace tourne à 22 points et 13 rebonds sur toute la campagne, et même avec des stats de 21-12 en finale. C'est lui qui sort les plus gros chiffres, mais c'est Unseld qui chope le Finals MVP, comme un clin d'œil à leur début. Mais peu importe, parce qu'il y a d'autres choses, et ce qu'on oublie souvent aussi, c'est la longévité du garçon. Il joue 1303 matchs en carrière et n'en rate que 9, plus de 99% de présence sur le terrain. Personne ne fait mieux. Il passe la barre des 50 000 minutes jouées et pendant 12 saisons consécutives, il est All-Star, 12 de suite sur ses 12 premières années. Ace, c'était du diesel de luxe, puissant, fiable, constant et avec un shoot en fadeaway devenu sa signature, ce fameux turnaround jumper qui faisait enrager tout le monde. Alors pourquoi 41ème? Parce qu'à ce stade-là du classement, chaque faille compte. Ace n'a jamais été MVP, jamais MVP des finales non plus, et même si son titre est incontestable, il n'a jamais vraiment été vu comme le leader indiscutable. Il a toujours eu cette image d'électron libre, de mec un peu bougon, parfois difficile à coacher. Mais le mettre plus bas, ça non, c'était impossible, je voulais pas y penser. Avec plus de 27 000 points, plus de 16 000 rebonds et une présence écrasante dans la peinture pendant 16 ans, il mérite qu'on le replace dans la lumière. Ace, c'est pas juste une machine à stats, c'est un monstre de longévité, un champion, un all-star automatique, un gars qui a fait sa place dans l'histoire, même si l'histoire ne l'a pas toujours mis en une, et ça, moi je tenais à le faire aujourd'hui. Et vous du coup de votre côté, vous en pensez quoi des places d'aujourd'hui? Il y a un joueur qui se situe bien trop bas ou alors bien trop haut à vos yeux? Dites-moi tout ça en commentaire, en gardant en tête bien sûr que ce genre de classement reste subjectif. Alors débattez de manière enflammée, j'adore ça, tout en évitant l'irrespect et la condescendance. Et moi, j'ai hâte de vous lire.